La première chose que Michael remarqua fut le silence. Pas un silence réconfortant, mais un silence assourdissant. Il ouvrit les yeux, le monde était incliné sur le côté. Du métal grinçait au-dessus de lui. L'odeur de l'essence lui brûlait la gorge. Il était à l'envers. La voiture s'était retournée, puis il entendit des voix, faibles, paniquées. « Papa, s'il te plaît !» C'était Ethan. Une deuxième voix, plus affolée, se fit entendre quelques instants plus tard. « Papa, j'ai mal !» C'était Liam. Michael essaya de bouger, mais une douleur fulgurante lui traversa les côtes. Il lutta avec la ceinture de sécurité, les doigts engourdis, le souffle court. Enfin libéré, il rampait à travers les morceaux de verre vers la banquette arrière. Ses garçons étaient coincés, tous deux inconscients. L'un avait les jambes coincées sous la carcasse écrasée. L'autre respirait à peine, le visage ensanglanté. Des flammes s'échappaient du capot. La panique fit place à la terreur. Il ne lui restait que quelques secondes. Il pouvait sortir un enfant. L'autre, il ne pouvait pas l'atteindre. Pas à temps. Michael hésita. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'il prenait une décision impossible. Il attrapa Ethan. Il le traîna hors de la voiture, toussant, jusqu'au bord de la route. Il se retourna. Le feu avait englouti la voiture, et avec elle, Liam. Michael hurla jusqu'à ce que le monde autour de lui redevienne immobile. Ce silence le hanterait à jamais. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. Ces histoires vraies et émouvantes ne sont pas seulement du contenu, elles sont des bouées de sauvetage. Rejoignez une communauté qui ressent les choses profondément et qui guérit ensemble. Ne manquez pas la prochaine histoire, c'est peut-être celle dont vous aviez besoin sans le savoir. Avant l'accident, Michael Sanders menait une vie faite de routine tranquille et de force silencieuse. À 43 ans, il était père célibataire et faisait de son mieux pour élever ses fils jumeaux après avoir perdu l'amour de sa vie, Emily, emportée par un cancer de l'ovaire 3 ans plus tôt. Elle était son ancrage, sa boussole, la seule personne qui pouvait donner un sens au chaos. Son absence avait laissé un vide qu'il ne pouvait combler, mais il essayait. Chaque jour, Michael travaillait comme entrepreneur, rénovant des cuisines et réparant des toits dans une petite ville de l'Ohio. Il avait les mains rugueuses et le dos douloureux, mais il ne se plaignait jamais. Subvenir aux besoins d'Ethan et Liam était désormais sa raison d'être. Ils étaient tout pour lui. Ethan était le plus réfléchi. Il passait son temps à dessiner, à esquisser des super-héros, à observer le monde en silence, comme s'il savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Liam, en revanche, était rayonnant, bruyant, rieur, toujours en mouvement. Ils étaient jumeaux, mais opposés en tout point. Même dans le chagrin, ils riaient. Michael y veillait. Il continuait à leur raconter des histoires avant de les coucher, à leur préparer des crêpes le dimanche, à respecter les petits rituels qui les unissaient. Il était déterminé à faire vivre l'esprit d'Emily dans leur foyer, à lui rendre hommage en élevant leurs fils pour qu'ils deviennent des hommes dont elle serait fière. Mais sous la surface, Michael était rongé par la peur de les décevoir, la peur de ne pas être à la hauteur. Le poids de la responsabilité pesait lourdement sur ses épaules. Certaines nuits, lorsque les garçons étaient endormis, il s'asseyait sous le porche arrière et fixait l'obscurité, se posant des questions sans réponse. Il ne lui restait plus qu'un seul rêve, quitter leur vieille maison louée pour emménager dans un quartier plus sûr, où les garçons auraient de l'espace pour grandir et une chance d'avoir une vie meilleure. Il avait commencé à économiser, petit à petit, en faisant des économies partout où il le pouvait. Tout ce qu'il faisait, c'était pour eux. Chaque choix, chaque sacrifice. Et pendant un certain temps, il semblait qu'ils avaient enfin pris un tournant, jusqu'à ce mardi matin pluvieux, jusqu'au silence. Pendant des mois, Michael avait discrètement élaboré un plan, un rêve ancré dans le désir le plus simple, la sécurité. Pas pour lui, mais pour Ethan et Liam. Il voulait les sortir de leur vieux duplex près de l'autoroute, loin des sirènes nocturnes et des bâtiments condamnés. Il voulait les emmener dans un endroit avec des arbres, de l'espace, de la lumière, un quartier où ils pourraient faire du vélo sans crainte.
Il avait mis de l'argent de côté petit à petit, chaque dollar gagné grâce à ses emplois du week-end, chaque remboursement, chaque pourboire glissé dans un bocal en verre caché derrière les boîtes de céréales. Il n'en parlait pas beaucoup aux garçons. Il se contentait de leur dire « Un jour, bientôt, les choses vont changer ». Puis vint la chance qu'il attendait. Un entrepreneur d'un quartier plus aisé lui proposa un emploi stable avec un contrat de 6 mois garanti. Ce n'était pas seulement un emploi, c'était un élan. Cela lui apportait juste assez d'argent pour que le déménagement devienne réel. La première étape concrète a été l'achat d'une voiture. Elle n'était pas neuve, loin de là. Une Ford Explorer de 2007, toute cabossée, avec trop de kilomètres au compteur et un pare-choc enfoncé. Mais elle roulait. Elle avait le chauffage. Et cela signifiait qu'il pouvait enfin emmener les garçons à l'école sans marcher dans la neige, ou attendre les bus qui arrivaient en retard. Ils ont fêté ça avec une pizza sur le sol du salon. Liam dansait avec une part dans la bouche. Ethan était assis à côté de son père et dessinait leur future maison sur une serviette en papier. Michael a gardé cette serviette. Ce week-end-là, il les a emmenés dans le nouveau quartier pour leur montrer les rues, les parcs, les possibilités. Liam collait son visage à la vitre et commentait tout ce qu'il voyait. Ethan souriait, absorbant tout en silence. Michael avait l'impression d'avoir gagné. Pour une fois, il ne faisait pas que survivre, il construisait quelque chose. Ils ont commencé à se lever plus tôt pour le trajet. Les garçons se taquinaient pour savoir lequel d'entre eux s'habillerait le plus vite. Les matins sont devenus chaotiques, mais dans le bon sens du terme. Michael s'est même remis à fredonner, ce qu'il n'avait pas fait depuis le décès d'Émilie. La maison était toujours la même, le travail était toujours aussi dur, mais l'avenir semblait plus radieux. Ils avançaient vers quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Puis vint ce mardi matin. La pluie tambourinait sur le toit. Les sacs à dos étaient prêts. Liam ne trouvait pas son autre chaussure. Ethan avait sommeil. Michael versa du café dans un mug de voyage, embrassa leur front et prit les clés. Aucun d'entre eux ne pouvait savoir. Comment aurait-il pu qu'ils franchissaient le seuil de la porte pour entrer dans un moment qui allait tout changer? La pluie s'était mise à tomber régulièrement, tambourinant contre le pare-brise comme un avertissement que Michael ne pouvait entendre. Les garçons étaient assis à l'arrière. Liam était encore en train d'attacher sa chaussure. Ethan avait la tête appuyée contre la vitre et suivait les gouttes de pluie avec son doigt. Ils prirent la route secondaire. Moins de circulation, plus d'arbres. Michael aimait ça. C'était plus calme, plus facile pour réfléchir. Le chauffage cliquetait en soufflant de l'air chaud par les bouches d'aération, embuant légèrement les vitres. Michael régla le bouton, jeta un coup d'œil dans le rétroviseur pour voir si les garçons allaient bien et sourit. Il ne vit pas le camion arriver. Un éclair rouge, des phares qui traversaient la brume. Un virage pris trop vite. Les pneus ont perdu leur adhérence. L'Explorer a dérapé, a fait un tête-à-queue, puis il y a eu le choc, le silence. Puis le grincement du métal, le bruit du verre brisé, l'odeur âcre de l'essence. Michael a ouvert les yeux lentement. Tout était à l'envers. Sa tête lui battait, du sang coulait de sa tempe. Le volant était tordu, il était suspendu à sa ceinture de sécurité. Il appela leur nom. Pas de réponse. La panique le submergea. Il se tordit, tâtonnant avec la boucle. Elle se détacha, le laissant tomber lourdement sur le toit de la cabine. Une douleur fulgurante lui transperça le flanc. Il s'en moquait, il rampait, se coupant les mains sur les morceaux de verre vers l'arrière. Ethan, les yeux entr'ouverts. Il respirait, il avait peur. Liam, inconscient. Les jambes coincées sous le métal froissé. De la fumée commençait à s'échapper du capot. Michael appela à l'aide. Personne ne vint. Il attrapa la jambe de Liam et tira, mais en vain. Elle ne bougeait pas. Il se tourna vers Ethan et essaya la ceinture de sécurité. Elle se détacha. Il le tira hors de la voiture et le traîna à travers la vitre brisée, tous deux toussant à cause de la fumée. Il se retourna. Les flammes se propageaient rapidement. Il courut. Retour vers la voiture. Retour vers Liam. La chaleur était insupportable.
Ses mains étaient couvertes de cloques lorsqu'il plongea dans les flammes, essayant encore, essayant plus fort. Il criait le nom de son fils. Il criait vers l'univers. Le métal était trop chaud, la fumée trop épaisse. Et puis, ce fut fini. Le feu engloutit le véhicule dans un rugissement violent. Michael tomba à genoux dans la boue, Ethan tremblant à ses côtés. Il avait fait son choix, non pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il n'avait pas le choix. Et à ce moment-là, quelque chose en lui se brisa. Quelque chose qui ne se réparerait jamais complètement. Les murs de l'hôpital étaient trop blancs, trop propres. Michael se sentait sale. Assis à côté du lit d'Ethan, il regardait les machines bipaires régulièrement, essayant de ne pas s'effondrer. Ethan avait une commotion cérébrale, un bras cassé et des brûlures à l'épaule. Mais il était en vie. Liam, lui, ne l'était plus. C'est dans le couloir qu'ils le lui ont annoncé. Un médecin aux yeux fatigués et à la voix douce. « Je suis désolé, il n'a pas survécu. » Michael ne pleura pas tout de suite. Il se contenta d'acquiescer. Il fixait le sol. Son esprit refusait d'accepter la réalité. Pas encore. Les funérailles furent modestes. Il pleuvait à nouveau. Ethan ne dit pas un mot. Michael se tenait immobile à côté du petit cercueil, incapable de respirer tandis que le sweat bleu préféré de Liam était descendu dans la terre avec lui. Il garda les poings serrés pendant toute la cérémonie, comme si le monde allait s'écrouler s'il les relâchait. De retour à la maison, Ethan s'est renfermé sur lui-même. Il mangeait à peine. Il regardait à peine son père. Et quand il le faisait, c'était avec des yeux qui posaient des questions auxquelles Michael ne pouvait répondre. Un soir, Ethan l'a murmuré. « Tu l'as abandonné, papa. » Michael a senti comme un coup de poignard dans la poitrine. À partir de ce moment-là, il a commencé à disparaître. D'abord émotionnellement, puis physiquement. Il a arrêté d'aller travailler. Il a perdu ses clients. L'argent s'est épuisé. Les factures s'accumulaient. Le propriétaire a cessé d'être patient. La cuisine est devenue silencieuse. Les rires ont disparu. Il a essayé de s'excuser, d'expliquer. Je n'avais pas le temps, mais comment dire à son fils survivant que c'est lui que vous avez choisi, que ce choix hante chacun de vos souffles? Michael se mit à boire, pas pour le plaisir, mais pour étouffer l'écho de la voix de Liam dans ses rêves, pour faire taire l'image du feu, la chaleur, le bruit du métal qui fondait en hurlant, le silence qui suivait. Ethan se mit à dormir sur le canapé, il gardait son sac à dos prêt. Il passait plus de temps chez un ami qu'à la maison. Michael le laissait faire. Il ne pouvait pas le regarder dans les yeux. Une nuit, Michael est tombé par hasard sur l'ancienne chambre de Liam, qui n'avait pas été touchée depuis les funérailles. Les jouets étaient toujours sur l'étagère. Le dessin qu'il avait fait pour la fête des pères était collé au mur. Michael s'est effondré sur le lit, serrant dans ses bras un ours en peluche usé que Liam emportait partout avec lui. Et enfin, il a pleuré. Fort. Horriblement. Des années de chagrin, de culpabilité et de rage se sont déversées hors de lui. Il a crié dans l'oreiller. Il frappa le matelas. Il demanda à Dieu, à Émilie, à n'importe qui, de lui rendre son fils, de lui donner une autre chance. Pas de réponse, seulement le silence. Ce silence familier et étouffant, le même qui avait envahi la voiture avant l'incendie, le même qui avait envahi le couloir après les paroles du médecin, le même qui l'enveloppait maintenant dans cette pièce où le rire de Liam ne résonnerait plus jamais. Il envisagea d'en finir. Il écrivit une lettre. Il la plia soigneusement, la posa sur la table de la cuisine. Mais avant de pouvoir passer à l'acte, il entendit quelque chose, une porte, des pas. Ethan. Il était rentré plus tôt. Il avait vu la lettre. Il l'avait lue. Il n'avait rien dit. Il était resté là, debout. Michael regarda son fils, le regarda vraiment, et comprit que s'il partait, Ethan serait seul, vraiment seul. Et même si Ethan ne pouvait pas le dire, il avait toujours besoin d'un père, même si ce père était brisé. Si ce moment fait écho à quelque chose en vous, prenez une seconde pour aimer la vidéo et partager vos réflexions dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul, et vos mots pourraient aider quelqu'un d'autre à se sentir compris. Parfois, les plus petites histoires que nous partageons peuvent créer les liens les plus profonds. Guérissons ensemble.
La lettre est restée sur la table pendant plusieurs jours. Ni Michael ni Ethan n'en ont parlé. Mais quelque chose a changé dans le silence qui a suivi. Ce n'était pas le pardon. Pas encore. Mais c'était une reconnaissance silencieuse, que la douleur n'était pas à sens unique, qu'ils étaient tous les deux en train de se noyer, mais dans des eaux différentes. Une semaine plus tard, Michael s'est rendu seul au cimetière. Le ciel était couvert, le vent soufflait sur sa veste, il s'assit près de la tombe de Liam, la pierre tombale encore trop neuve, trop propre. « Je ne sais pas comment faire », murmura-t-il. « Je te déçois, Ali. Je déçois ton frère. » Ses mains tremblaient lorsqu'il sortit quelque chose de sa poche, un dessin plié, celui que Liam avait fait pour lui pour la fête des pères. Des bonhommes filiformes se tenant la main, des visages souriants. Au-dessus, écrit en lettres tremblantes au crayon de couleur, « Moi, papa, Ethan et maman au paradis, ensemble pour toujours. » Michael sanglota. Ce n'était pas juste. Mais à ce moment-là, il se souvint de quelque chose que Liam disait chaque fois qu'il passait une mauvaise journée. « Tu arranges toujours tout, papa. Tu trouves toujours une solution. » Cette phrase le frappa comme une vague. Il avait oublié qui il était. Il n'était pas seulement l'homme qui avait fait un choix impossible. Il était l'homme qui avait élevé 2 garçons avec tout ce qu'il avait, qui avait tenu sa promesse à Emily aussi longtemps qu'il avait pu, qui leur avait fait croire qu'on pouvait réparer tout ce qui était cassé. Peut-être que cela ne pouvait pas être réparé, mais peut-être que cela ne devait pas rester cassé. Ce soir-là, Michael trouva Ethan dans le salon, les écouteurs sur les oreilles, les yeux rougis par les larmes. Il s'assit à côté de lui, ne sachant pas s'il en avait le droit. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, dit-il, mais je suis toujours ton père, et je veux essayer à nouveau, si tu me le permets. » Ethan ne répondit pas tout de suite. Mais après un long silence, il retira ses écouteurs et dit simplement « D'accord ». Ce simple mot signifiait tout. Ce n'était pas une guérison, mais c'était le début de quelque chose. Le lendemain, Michael trouva un groupe de soutien local pour les personnes en deuil. Ils se réunissaient dans une petite église le jeudi soir. Ils n'avaient pas l'intention de parler, juste d'écouter, de s'asseoir dans une pièce avec d'autres personnes qui connaissaient le poids d'une perte. Ils ne s'attendaient pas à voir le pasteur Ray, un homme à la voix douce qui avait perdu sa fille dans un accident de voiture des années auparavant. Ses paroles n'essayaient pas de réparer quoi que ce soit. Il parlait simplement avec son cœur. « Vous n'avez pas besoin de surmonter cela, » dit Ray. « Vous devez simplement vivre avec. » Michael nota cette phrase, parce que peut-être, juste peut-être, c'était la voie à suivre. Michael ne changea pas du jour au lendemain, mais il s'est présenté. Tous les jeudis soirs, il se rendait dans le sous-sol de cette petite église et s'asseyait sur la même chaise en métal, au 3e rang à partir du fond. Parfois, il parlait. Parfois, il se contentait d'écouter. Mais il n'a jamais manqué une réunion. Il gardait les mots du pasteur Ray comme une boussole. Vous n'avez pas besoin de surmonter cela. Vous devez simplement vivre avec. À la maison, la situation était fragile, mais elle évoluait. Michael a recommencé à préparer le petit déjeuner. Des petites choses, des pancakes le samedi, des œufs brouillés qu'Ethan touchait à peine mais ne refusait pas. Il a commencé à ranger la chambre de Liam, lentement, pièce par pièce, sans effacer sa présence, mais simplement pour faire de la place au chagrin. Un après-midi, Michael a frappé doucement à la porte d'Ethan. « Je me disais, a-t-il dit, tu voudrais aller faire un tour en voiture, juste sortir de la maison. » Ethan hésita, puis il acquiesça. Ils ne parlèrent pas beaucoup pendant le trajet. Michael mit l'une des playlists préférées de Liam à faible volume. Une chanson fit sursauter Ethan. Il tendit la main pour la passer, puis s'arrêta et la laissa jouer. C'était la première fois que Michael voyait des larmes dans les yeux de son fils depuis les funérailles. Aucun des deux ne dit un mot. Mais dans ce silence, quelque chose de sacré passa entre eux. Une douleur partagée. Une fissure s'ouvrit dans le mur qui les séparait. Après cela, ils commencèrent à se promener ensemble le soir. Pas tous les soirs, juste quand l'air était agréable. Parfois, Ethan parlait de l'école, de l'étrangeté de la reprise des cours. Il parlait du professeur qui essayait trop d'être sensible. Michael écoutait.
Il n'essayait pas de régler le problème. Il écoutait, tout simplement. Un soir, Ethan s'est arrêté net et a regardé son père. « Pourquoi m'as-tu choisi ?» Michael s'est figé, sa gorge s'est serrée. « Je ne t'ai pas choisi, Ethan. J'ai tendu la main et ta ceinture s'est détachée, c'est tout. » Si ça avait été l'inverse, Ethan a baissé les yeux. « Je sais. » C'était le moment le plus proche de la paix qu'ils aient connu depuis des mois. Michael se remit à écrire. Il remplit des cahiers de lettres qu'il n'enverrait jamais. À Emily, à Liam, à la version de lui-même qu'il avait perdue dans l'incendie. Il ne savait pas si cela l'aidait, mais cela lui permettait de garder les pieds sur terre, d'être honnête. Ethan et lui établirent une nouvelle règle, un repas ensemble sans téléphone. Ce n'était pas une question de nourriture. Il s'agissait de ne pas se laisser dériver. Ils ne riaient plus comme avant. Mais parfois, lorsque le silence entre eux s'adoucissait, ils respiraient ensemble. Et pour l'instant, cela suffisait. Michael a rapidement compris que les progrès ne se faisaient pas en ligne droite. Certains jours, tout semblait presque normal. D'autres, c'était comme marcher pieds nus sur du verre. Il y avait des matins où Ethan ne disait presque rien, passant devant son père avec un regard toujours accusateur. Et il y avait des nuits où Michael restait éveillé, fixant la lumière du couloir, sous la porte d'Ethan, se demandant si son fils pleurait en silence comme lui. L'un des revers les plus difficiles est survenu de manière inattendue. Ils étaient à l'épicerie, en train de faire le plein de produits de première nécessité. Une famille passa près d'eux, 2 garçons de l'âge d'Ethan qui jouaient à se battre dans le rayon des céréales. L'un d'eux rit d'une façon qui ressemblait tellement à Liam qu'Ethan se figea. Il laissa tomber la boîte qu'il tenait. Michael se retourna juste à temps pour voir le visage de son fils se déformer, non pas de peur, mais de rage. « Pourquoi lui ?» cria Ethan, la voix tremblante. « Pourquoi pas moi ?» Michael tendit la main vers lui, mais Ethan recula. « Je déteste ça, je déteste être celui qui a survécu. » Michael fut brisé, pas à cause des mots, mais parce qu'il savait exactement ce que son fils ressentait. Ils laissèrent tout dans le caddie. Ils rentrèrent chez eux en silence. Ce soir-là, Ethan verrouilla sa porte. Michael s'assit dehors, dos contre le bois, murmurant des excuses à un garçon qui ne lui pardonnerait peut-être jamais. Mais le lendemain matin, Ethan descendit. Il s'assit à table. Il mangea en silence. C'était sa façon de dire « Je suis toujours là », et cela suffit pour continuer. Ils commencèrent à suivre une thérapie familiale. Le docteur Bennett était patiente, douce, elle ne poussait jamais trop. Elle les aida à mettre des mots sur ce qu'ils avaient enfoui, la culpabilité, la rancœur, la peur. Parfois, Ethan ne prononçait que 3 mots pendant une séance. D'autres fois, il se livrait plus que Michael ne l'aurait cru possible. Michael aussi commença à s'ouvrir. Il parla de sa propre culpabilité, du moment de l'incendie, de la façon dont la voix de Liam le hantait encore. Le docteur Bennett ne donnait jamais de réponse facile, juste un espace où ils pouvaient exprimer leurs sentiments sans être jugés. Finalement, ils ont commencé à faire du bénévolat ensemble dans un centre de soutien aux personnes en deuil. Juste de petites choses, installer des chaises, organiser la nourriture. Mais cela donnait un sens à leur douleur. Michael voyait une fierté tranquille chez Ethan, lorsque les jeunes enfants le regardaient avec admiration, lorsque les parents lui faisaient un signe de tête avec des yeux compréhensifs. Un après-midi, alors qu'il rangeait après une séance, Ethan s'est tourné vers son père et lui a dit doucement « Je pense que Liam aurait aimé ça ». Michael a acquiescé, la gorge trop serrée pour parler, car au fond de lui, il le croyait aussi. Ce n'était pas une guérison telle que les gens l'imaginaient. Ce n'était pas un lever de soleil après une tempête, c'était plutôt comme apprendre à respirer sous l'eau, à vivre avec la pression, à porter le poids, mais ils le portaient ensemble maintenant. Et cela faisait toute la différence. Tout a commencé avec une boîte. Un samedi matin, Michael trouva Ethan assis dans le grenier, entouré de vieux albums photos et du gant de baseball de Liam. La poussière flottait dans l'air comme les fantômes d'une autre vie. Sur ses genoux, il y avait une boîte à chaussures scellée avec du ruban adhésif. « Je veux l'enterrer », dit Ethan, les yeux fixés sur le sol. Une capsule temporelle, juste pour lui. Michael s'assit à côté de lui, ne sachant pas s'il devait parler.
Il disait qu'il voulait laisser quelque chose derrière lui, a poursuivi Ethan. Alors, je veux l'aider à le faire. Ils l'ont rempli ensemble. Un dessin que Liam avait fait de leur famille. Des bonhommes allumettes se tenant la main. Une petite voiture Hot Wheels, rayée et ébréchée par des années de collision. Une lettre écrite par Michael, soigneusement pliée. Et l'une des vieilles bandes dessinées d'Ethan, dont les pages étaient cornées et usées par l'usage. Ils l'enterrèrent sous le vieux chêne du parc où les garçons avaient l'habitude de jouer. Sans cérémonie, en silence. Après avoir tassé la terre, Ethan regarda son père. « Je peux te demander quelque chose ?» Michael acquiesça. « Tu l'aimais plus que moi ?» La question le frappa comme un coup de poing dans le ventre, mais Michael ne broncha pas. « Non, » répondit-il doucement, « je vous aimais tous les deux de tout mon cœur. Alors pourquoi moi ?» La voix d'Ethan se brisa. « Pourquoi m'as-tu sauvé ?» Michael prit une profonde inspiration. C'était le moment qu'il redoutait et qu'il avait tant prié de ne jamais voir arriver. « Parce que j'ai tendu le bras et que ta ceinture s'est détachée. C'est tout. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Si c'était celle de Liam qui s'était détachée en premier, je l'aurais tirée. Je n'ai pas choisi Ethan. J'ai juste réagi. » Ethan détourna le regard. « Mais tu vis avec ça, tous les jours. » Michael ravala la boule qui lui serrait la gorge. « Oui, c'est vrai. » Un long silence s'ensuivit, puis Ethan dit quelque chose qui brisa ce qui restait des défenses de Michael. « Je suis content que ce soit moi. » La voix de Michael se brisa. « Tu n'as pas besoin de dire ça. »« Non !» l'interrompit Ethan. « Je le pense vraiment, parce que si ça avait été moi, je ne pense pas que tu serais encore debout, mais tu as continué. Pour moi, c'est ce qui compte. » Des larmes coulaient sur les joues de Michael alors qu'il serrait son fils dans ses bras. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas bruyant. C'était calme, comme la plupart des moments importants. Une libération, un nouveau départ. Ce soir-là, ils s'assirent ensemble sous le porche arrière et regardèrent le soleil se coucher derrière les arbres. Pour la première fois depuis près d'1 an, Michael se laissa aller à respirer sans culpabilité. Quelques semaines plus tard, le pasteur Ray les invita à prendre la parole devant le groupe de soutien. Michael hésita dans un premier temps. « Qu'est-ce que je pourrais bien dire ?» demanda-t-il. « Juste la vérité, » répondit Ray. « C'est amplement suffisant. » Le jour venu, Michael se tint devant une douzaine de parents en deuil. Ses mains tremblaient, mais pas sa voix. Il parla de l'incendie, du choix, du silence qui avait suivi, et de la lente remontée vers la surface. Puis Ethan prit la parole. Il parla du fait d'être celui qui avait survécu, de sa haine, de son apprentissage du pardon envers lui-même et envers son père. Il n'y avait plus un œil sec dans la salle. Après la réunion, une mère s'approcha d'eux avec son fils adolescent. Il avait perdu sa sœur. Ethan discuta avec lui pendant près d'1 heure. Michael observait de loin, quelque chose gonflant dans sa poitrine, une sensation qui ressemblait à de la fierté, mais plus profonde, comme un espoir enraciné. Tous deux ne faisaient plus que survivre. Ils aidaient aussi les autres à survivre. Et pour la première fois, le poids ne semblait plus si impossible à porter, car ils ne le portaient plus seuls. Le deuil ne suit pas un scénario. Il se moque du temps, de la logique ou de la justice. Il arrive sans être invité, s'installe au centre de votre vie et vous met au défi de le contourner. Pour Michael, la leçon n'était pas de surmonter son chagrin, mais de survivre avec lui, de lui faire une place, de le laisser respirer pour qu'il n'empoisonne pas tout le reste. Il a appris que le silence pouvait être aussi dangereux que le feu, que ne pas dire les mots « tu me manques », je souffre, j'ai besoin d'aide, pouvait creuser un trou aussi profond que celui laissé par la perte. Mais la plus grande leçon est venue d'Ethan, dans la façon dont il s'est permis de ressentir, de crier, de remettre en question, de se mettre en colère, et pourtant de rester, de reconstruire. Michael a commencé à comprendre que l'amour ne se prouve pas par de grands gestes, mais par le choix discret de continuer à être présent, encore et encore. Même quand ça fait mal, surtout quand ça fait mal. Il ne cherchait plus à tourner la page. Ce mot lui semblait désormais mensonger. Cette histoire ne se terminerait jamais. Liam ferait toujours partie de leur vie. Mais désormais, cette partie ne serait plus uniquement synonyme de douleur.
Elle pouvait être faite de souvenirs, de gratitude, même d'amour. Le poids était toujours là, mais maintenant, il avait un sens. 1 an plus tard, Michael et Ethan n'avaient pas seulement survécu, ils avaient évolué. Leur maison était différente maintenant, non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce qu'elle avait trouvé sa place. La photo de Liam était toujours sur la cheminée. Sa chambre avait été transformée en un espace calme, à mi-chemin entre un coin lecture et un coin réflexion, baigné d'une lumière douce et rempli de souvenirs. Ethan, autrefois silencieux dans sa tristesse, a commencé à prendre la parole dans les écoles et les groupes de jeunes. Il parlait de la perte, de la colère, de l'apprentissage de la résilience quand rien n'a de sens. Les adolescents l'écoutaient parce qu'il ne parlait pas comme un expert. Il parlait comme quelqu'un qui comprenait ce que signifiait porter un cœur brisé dans son sac à dos. Michael a continué à travailler, mais avec un nouvel objectif. Il a commencé à faire du bénévolat à plein temps au centre de soutien aux personnes en deuil, aidant les pères qui avaient perdu un enfant. Certains jours étaient difficiles. D'autres apportaient une lumière inattendue, des moments de connexion, des histoires partagées autour d'un café, des larmes qui n'avaient plus besoin d'être cachées. Il ne s'est jamais dit guéri. Il ne le ferait jamais. Mais il était à nouveau entier. Pas le même homme qu'avant, mais peut-être plus fort, plus compatissant, plus présent. Ils ont honoré Liam, non seulement en se souvenant de lui, mais aussi en laissant son absence inspirer la connexion, le service et l'amour. C'était son héritage. Et maintenant, c'est aussi le leur. Que feriez-vous si vous deviez choisir entre vos enfants ? C'est une question qu'aucun parent ne devrait jamais avoir à se poser, un cauchemar auquel personne ne peut se préparer. Et pourtant, pour Michael, ce moment est arrivé et il a tout changé. Cette histoire ne parle pas seulement de perte, elle parle de ce qui se passe après, de la culpabilité que nous portons, du silence dans lequel nous nous enfermons et de la force qu'il faut pour affronter un jour de plus quand cela semble impossible. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, pleurer ou méditer, nous voulons vous entendre. Avez-vous déjà dû faire un choix impossible? Avez-vous déjà porté une douleur si profonde qu'elle a façonné la personne que vous êtes devenue? Partagez votre histoire dans les commentaires. Quelqu'un pourrait avoir besoin de la lire. Et si vous pensez que des histoires comme celle-ci peuvent aider d'autres personnes à guérir, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. C'est ainsi que nous continuons à mettre en lumière ces parcours authentiques, bruts et puissants. Car parfois, le poids de nos choix est précisément ce qui aide quelqu'un d'autre à tenir bon. Merci d'être là. À bientôt pour la prochaine histoire.